Alain Damasio, vous êtes écrivain, maître de la science-fiction, et avec vous Yann Péchin, qui est guitariste, compositeur, arrangeur. Vous avez accompagné sur scène Alain Bachung, vous avez écrit la chanson Angélus d'Hubert Félix Thiéphane, vous avez réalisé Terre-Neuve, le dernier album de Brigitte Fontaine. Toujours un temps d'avance. Oui. Incroyable. Mais c'est pas terminé, même dans ses écrits, dans ses livres, elle se remet toujours en question. Il y a toujours en tout cas, oui, il y a toujours une volonté de se renouveler et de ne pas reproduire des schémas précédents. Comment on travaille avec une artiste comme Brigitte Fontaine, qui est quand même quelqu'un qui était en symbiose avec Areski? Alors on arrive dans cet univers. Alors là, on a travaillé. Là, c'était le premier album où Areski, enfin depuis, il y a eu des albums où Areski n'était pas réalisateur, où c'était Étienne Dao qui réalisait, où il y a eu les Valentins. Là, cet album-là, en fait, on a travaillé d'une façon totalement différente, c'est-à-dire que souvent, elle écrivait les textes de chansons que Areski mettait en musique, et en fait généralement ils enregistraient l'album et après elle venait faire les voix. Une fois que là on a fait le processus inverse, il se trouve que là sur cet album j'irai pas, en fait j'ai composé en partie l'album, et au lieu de faire on a utilisé la méthode inverse, c'est-à-dire que on s'est d'abord enregistré juste ma guitare et sa voix en studio tous les deux, vraiment dans une pièce, et en fait quasiment toutes les voix sont les premières prises de l'album, et après moi j'ai arrangé l'album tout autour. Donc c'était une démarche complètement opposée, et en fait cet album, sa démarche qu'elle m'avait dit tout de suite, elle m'a dit je veux un album sauvage, pourri, mais produit. Et ben c'est réussi, et c'est produit par vous, Yann Péchin. Alain Damasio, qu'est-ce que ça vous évoque, ces paroles de Brigitte Fontaine qui dit « J'irai pas à l'hôpital, j'irai pas ». Non, mais ce qui est génial, c'est que elle garde cette puissance punk, c'est-à-dire cette capacité à se décaler des normes qui sont celles dans lesquelles on veut nous faire exister aujourd'hui, quoi. Les normes n'ont jamais été aussi puissantes, aussi insidieuses, aussi poisseuses, et c'est toujours important qu'une artiste comme elle nous redonne cette distance, ce décalage, cette force de dire, ben voilà, on est des êtres vivants et on n'a pas à suivre ces choses-là, quoi. Donc ouais, c'est hyper précieux pour moi d'entendre ça. Et puis surtout de l'entendre de quelqu'un qui a 80 ans, quoi. Parce que c'est quand même l'âge où d'habitude tu rentres dans le rang depuis déjà 20 ans et tu es à la retraite et voilà. Et quand tu as ça sur des personnes qui sont âgées, je trouve que ça a beaucoup plus de force et ça touche beaucoup plus. Les gens sont très sensibles. C'est intéressant ce que vous dites, mais moi j'ai l'impression que depuis cette crise sanitaire, que les personnes âgées l'ouvrent en fait, qu'elles se laissent pas faire, qu'elles sont les premières maintenant à en avoir marre. Ouais, elle l'ouvre, mais il y a aussi eu un moment, je trouve, enfin, je sais pas, moi j'ai eu l'impression qu'il y a eu aussi une espèce de cocon qui s'est reformé. La distanciation sociale fait que le lien a été quand même beaucoup coupé pour les personnes âgées. Alors il y en a qui c'était tellement difficile, tellement trop, tellement insupportable, qui effectivement ont réagi. Mais on a plutôt ce sentiment qu'avec le déclin souvent physique que tu as normalement avec l'âge, tu perds cette faculté de révolte, cette faculté de colère. Or, c'est ultra précieux, et elle l'a toujours gardé. Voilà, elle le conserve. Elle a quel âge maintenant? Elle a plus de 82 ans. Et c'est... Voilà. Alain Damasio, est-ce que vous pouvez me décrire l'efficacité de l'écriture d'Alain Bachung? J'arrive jamais à percer le mystère de pourquoi les mots sont tellement impactants alors qu'ils sont souvent dans un désordre et qu'on n'arrive jamais à comprendre. Ouais, c'est une écriture qui est très difficile à décomposer. Mais peut-être Yann. Moi, je connaissais. Enfin, j'en ai beaucoup parlé avec Alain. En fait, déjà avec Jean Fauque, c'était un processus de ping-pong. C'était pas du tout voilà, c'est-à-dire que souvent Alain partait d'un gimmick ou par exemple, on m'a vu dans le Valcorps tomber à l'élastique, c'est souvent il prenait une guitare, il arrivait avec parfois avec un titre, un gimmick, souvent les titres les gros gimmicks souvent voilà. Après Alain écrivait derrière, et après il revenait, il faisait du ping-pong, et il a fait ça aussi avec Gainsbourg, avec Bergman, je ne sais pas comment ça travaillait, mais en tout cas, donc c'était un processus. C'est pour ça que souvent il se contrebalançait, c'est pour ça que dans chaque chanson il y a souvent 3 sens différents. Mais voilà, et puis aussi voilà, Alain, là où je le rejoins modestement, s'intéressait beaucoup aussi à l'esthétique des mots, hein. Donc c'est pour ça qu'aussi parfois il y avait certaines paroles, certaines choses qui pouvaient avoir plusieurs sens différents, mais par contre dont il était extrêmement attaché à la sonorité. Mais en tout cas, oui, c'est pour ça que ça prenait du temps souvent, parce que pendant un mois il pouvait se faire un ping-pong juste pour une phrase de titre. Parfois un titre pouvait mettre 2 mois juste pour voilà. Je sais que La Nuit je mens, il y a
Il y a eu 5 versions, Ah ouais. 6 versions différentes de départ qui existent. Voilà. Et Alain Damasio, c'est important ce style. Ouais, non, mais ce qui est extrêmement impressionnant, déjà, il y a un registre poétique qui est assez fort, mais surtout, il joue énormément sur la polysémie et l'homophanie, ça, c'est super fort. Moi, dans ce titre-là, ce que j'adore, c'est le moment où il dit « t'accaparer, seulement t'accaparer ». Quand tu regardes, c'est « ok, tu es dans une histoire d'amour, tu vas accaparer celle que t'aimes, etc. » Et quand il dit le deuxième t'accaparer, c'est « tu n'accaparer à mon envie de t'accaparer », tu vois. Il faut que tu saches te protéger de mon envie de t'accaparer. Donc, t'accaparer seulement, toi, tu n'accaparer, tu vois. Et en juste sur ce truc-là, tu fais, mais putain, mais c'est absolument génial. Tu résumes une histoire d'amour possessive à travers ces 2 trucs-là. Et tu répètes juste t'accaparer, seulement t'accaparer. Pareil, quand il dit, j'ai fait ma saison dans cette boîte crânienne, tes pensées, je les faisais miennes. Mais c'est génial parce que je fais ma saison dans cette boîte. Ok, tu fais ta saison dans cette boîte, dans un restaurant, dans une boîte de nuit, on sait pas. Mais quand tu dis dans cette boîte crânienne, tout d'un coup, tu ouvres un champ absolument dingue. Donc, t'es sur une ligne et tout d'un coup, un seul mot va t'ouvrir toute une ensemble de polysémies. Et je trouve ça génial parce que ça fait que ce qu'on appelle, moi j'appelle ça la replay value, parce que c'est vient du jeu vidéo, c'est-à-dire quelle est la capacité d'un jeu à être rejoué, tu vois. Et une chanson, je trouve c'est extraordinairement important pour ça, c'est-à-dire que tu as des chansons, tu l'écoutes une fois, tu as compris le texte, et il n'y a aucune polysémie, il n'y a aucune richesse, il n'y a aucune fécondité possible. Sur Bachung, tu réécoutes, et parfois tu l'écoutais déjà 25 fois et tu trouves encore quelque chose d'autre. Et donc la replay value, elle est absolument dingue, c'est-à-dire que tu peux réécouter la nuit je mens et tu trouves toujours quelque chose de nouveau à y chercher. Et ça, c'est très fort. Et dans l'écriture, tu vois le travail de design soustractif, c'est-à-dire que tout ce qui était de trop a été enlevé, quoi. Il y a juste la ligne mince, parfaite, qui est la plus expressive possible. C'est-à-dire, il assure le plein rendement des mots. C'est Mallarmé qui disait ça. Moi, j'adore comment assurer le plein rendement des mots. Et il l'assure en enlevant absolument tout le gras, tout ce qui est parasite. Alors, parfois, certaines choses qui ont été relevées sont devenues d'autres chansons. Mais ça... ouais, tout à fait, j'imagine. Mais en tout cas, c'est très impressionnant. Et c'est une écriture qui est tellement tendue que c'est... tu fais ouf. Comment est-ce que vous avez l'impression de pouvoir encore découvrir de la musique sans les recommandations algorithmiques ? Je me fais torture, hein. Je zappe, je continue, je fais des recherches autres, vraiment. Je continue par le bouche à oreille, par la presse, par des choses vraiment underground. Je fais confiance aussi aux accidents, aux rencontres, à beaucoup de choses, mais disons que quand je vois un algorithme, j'essaye pas... moi, je m'arrête pas aux algorithmes, hein. Parce que là, sinon, ça devient... disons, je me limite à 1 ou 2, mais très vite, j'essaye... de bifurquer. De bifurquer, oui. Alain Damasio ? Non, ce qui est bien, moi j'adore, c'est que ce soit sur YouTube ou Deezer, etc., où moi je peux aller, tu pars par exemple sur du rap, d'accord, tu vas faire du rap. Donc ils vont t'envoyer énormément de morceaux de rap dans la continuité. Ils se disent ok, on l'a trouvé. Et puis ensuite tu pars sur du punk. Moi je vais écouter The Distillers par exemple. Et du coup, il part sur des morceaux, tu vois, il va te ramener, je sais pas, du Rage Against the Machine, ou il va aller te chercher. Donc il est un peu perdu. Puis après, mes filles viennent sur le truc et écoutent leur pop, et ça part encore sur d'autres choses. Et finalement, l'algorithme, au bout d'un moment, il est comme fatigué et il t'envoie dans tous les sens. Il a pas de structuration possible. Et c'est comme ça un peu que tu t'en sors. Voilà. Maintenant, moi, je considère que ça permet aussi de découvrir des choses. Voilà. Ça m'arrive de faire des listes, voilà, des playlists qui sont associées à tel ou tel artiste pour voir effectivement ce qui sort. Et tu peux avoir 1 ou 2 titres qui t'amènent sur autre chose. Mais j'essaye, voilà, de mettre des bouts extrêmement épars pour pouvoir avoir quelque chose. C'est ce qu'on essaie de faire dans cette émission. Donc, ça s'appelle Verveine Underground. Et on est là pour fatiguer les algorithmes. Pour nous, la musique, ça vient avec le cœur. Voilà, moi, ce que je veux dire souvent aussi, ce que j'aime bien faire, moi, et ce que j'ai toujours fait, c'est que, voilà, par les algorithmes, en fait, c'est un morceau qui nous amène ailleurs. Alors que souvent, sur le crédit d'une pochette de disque, sur les musiciens qui collaborent, sur la production, ça nous amène aussi sur plein d'autres albums qui ne sont pas dans les algorithmes. Il suffit de voir le producteur d'un album ou de voir un musicien qui a travaillé sur un album qui, lui, a fait d'autres choses. Et souvent, ces gens-là, on ne les trouve pas dans les algorithmes. Donc, je trouve ce que je donnerais conseil aussi à pas mal de gens qui sont dans ce domaine-là, c'est de regarder beaucoup les crédits, parce que les crédits peuvent nous amener parfois sur 10 albums qui ne sont pas dans les algorithmes. 2 robots, les Daft Punk, avec le morceau Technologique. Yann Péchin, Alain Damasio, cette énumération industrielle, est-ce que ça vous parle, cette énumération ? Le hit, il vient frapper à chaque fois, donc il te permet de rythmer et t'es soit sur des monosyllabes, crack it, press it, etc., soit parfois sur des bisyllabes qui te permettent de redonner un tout petit peu de rythme, mais c'est ultra rythmique, quoi. C'est du binaire ternaire partout, et ça suffit à créer un rythme.
Et c'est que la langue, c'est que le langage qui le crée, quoi. Ensuite, c'est très bien produit, etc. Sachant qu'aussi, leur façon de traiter, de capter la voix et de la traiter comme ils le font, il n'y a qu'eux qui savent le faire à ce niveau-là. Je veux dire, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui ont travaillé avec eux, leur manière de placer le micro et de capter, ils peuvent passer je ne sais combien de temps juste pour trouver le bon son et le bon grain d'une syllabe aussi. Hein. C'est vraiment des génies dans ce domaine aussi. Hein. C'est quoi le punk? C'est quoi être punk? C'était les concerts gratuits, on l'oublie. Hein, les Clash faisaient des concerts gratuits. Tu dis ça aujourd'hui, waouh, c'est complètement fou, quoi. Donc c'était une musique aussi qui était pour les classes sociales hyper défavorisées, quoi, pour être simple, pour les pauvres, quoi. Donc il y a aussi cette dimension-là qu'on oublie. Ouais. Alors ça, c'était vrai en Angleterre, mais aux États-Unis, c'était une scène beaucoup plus En fait, le punk, quand il est né au départ avec les premiers groupes comme Television, comme les Ramones, c'était une scène quand même beaucoup plus arty, en fait. C'est à partir du moment où le punk a été important en Angleterre qu'il est devenu plus populaire et plus prolétaire et plus défenseur social, parce que à la base aussi BGB c'était un monde plus élitiste en fait, pas plus élitiste mais en tout cas plus intellectuel. Voilà. Clyde P, c'est quoi un punk pour toi? Compliqué parce que j'ai grandi avec un punk. Rachida, ouais, c'est vrai. Donc ouais, c'est ça, à contre-courant, qui fait ce qu'il veut quand il veut, qui revendique ce qu'il veut, ouais, c'est quelqu'un de libre aussi, quelqu'un de libre, je pense. Et puis, les punks, ce qu'ils ont quand même apporté, faut pas oublier que quand les punks sont arrivés, on était en pleine période de rock progressif, de jazz rock, où là, c'était devenu, si on n'était pas un virtuose, si on n'était pas un musicien boursouflé de surharmonie, on ne pouvait plus jouer. Le punk est arrivé, ils ont tout cassé, ils ont dit, maintenant, on n'est pas obligé de savoir bien jouer d'un instrument, voilà, pour faire de la musique. Ce qui est arrivé après avec la musique électronique, on a dit, on n'est pas obligé d'être un instrumentiste pour faire de la musique. Le punk, ça amenait ça aussi, c'est la liberté de pouvoir s'exprimer sans être un virtuose d'un instrument. Un spectacle à nous recommander, La Horde. Bon, ça, c'est surpuissant. C'est vraiment, c'est une compagnie de danse, c'est le Ballet National de Marseille, en fait, qui est tenu maintenant par 3 jeunes, en fait, extrêmement... ce qui est remarquable sur une institution pareille. Et spectacle, 20 danseurs... moi, le spectacle de danse qui m'a fait sentir ce que la nouvelle génération pouvait avoir vraiment à nous dire, une énergie justement, là on pourrait parler de punk, c'est-à-dire et d'explosivité, de densité, et avec la musique de Ron derrière qui soutient tout ça, et qui, ouais, c'est magnifique, vraiment à voir. C'est les jeux au Châtelet, ça donne une énergie mais colossale. Ouais. C'est La Horde et le paradoxe de Georges de Yann Frisch. Ouais, ça c'est spectacle de magie qu'on a découvert à Yverdon-les-Bains, tu vois, en Suisse. Vous êtes fan de magie, c'est un spectacle de magie. Ouais, mais là c'est extraordinaire. Le type est extraordinaire, un charisme hors norme. Il fait de l'anthropologie en même temps qu'il fait ses numéros de magie qui sont juste fous. Le type a une présence absolument magnétique. Il est incroyable. Ouais. Il n'y a pas trop cette culture encore house et tout en France. On n'a pas ça. On n'a pas de house, par exemple, à la radio, sur des heures de grande écoute, comme sur la BBC, où à 13h, tu peux te manger un morceau classique de house ou même un Daft Punk, tout ça. DJ et producteur connu dans le monde entier et qui passe son temps à faire le tour du monde. Il s'appelle Clyde P. Premier contact avec des platines à 13 ans, ouais. À travers le hip-hop. À travers le hip-hop, totalement, 100%. Désormais, on est plutôt dans la techno. On est dans la techno et dans la house. Comment est-ce qu'on est passé de l'un à l'autre? En fait, j'ai découvert 2 artistes, Amine et J-Dance, qui mixaient ça très bien. Dance, c'était le producteur d'IAM, Alonso, tout ça à Marseille. Et Amine, c'était un passionné de house depuis toujours. Et j'ai entendu leur son, j'ai dit, ça me parle grave. Et je les ai un peu copiés, mais en copiant... Enfin, je me suis inspiré, on va dire. Et ils étaient en train de monter leur label. Ça a cartonné direct, je leur ai envoyé mes démos, ils les ont signés direct. Et puis, ils m'ont pris en résidence avec eux à Ibiza. Donc, propulsé là-dedans. J'ai fait toute la saison et j'ai fait ma culture là-bas, tu vois, en allant à toutes les soirées, découvrant tous les mouvements de house. C'est dingue ce passage de plusieurs DJ venus de la culture hip-hop vers la techno. DJ Snake notamment. Snake aussi, Loco Dice. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de point commun en fait? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces cultures? Je sais pas, l'énergie, les vocaux marchent super bien sur la musique électronique. Tu vois, c'est une énergie qui se mixe très bien. Et aujourd'hui, c'est quoi ta vie de DJ? Parce qu'à chaque fois que je vois des nouvelles de Clyde P sur les réseaux, dans un pays différent, dans un club différent, j'arrive pas à comprendre.
Bah, en vrai, ma vie, moi, je me présente plus comme producteur. Je passe ma vie en studio. Mais en studio, je vais pas filmer tous les jours. J'aime pas forcément montrer ça. Mais moi, je suis un producteur. Je suis tout le temps en studio. Donc, voilà. Et quand je suis pas en studio, je suis en tournée. Donc, dans le monde ou en Europe. Ou, voilà. On va écouter ton mix tout de suite. Tu as un contact filial avec la musique. Ouais. Ton papa, Rachid Taha, Ouais. qui a travaillé avec Yann. Et vous avez quelque chose en commun, c'est ce rapport à l'internationalité. Complètement. Bah, moi, j'étais surpris quand je suis allé aux États-Unis la première fois en 2015. On m'a amené dans des clubs, ils jouaient ma musique, je savais même pas. Donc, j'ai dit, ah ouais, il y a peut-être un truc à faire. Et je commençais à parler avec les mecs. Et puis là-bas, ils te donnent ta chance très rapidement, ça va beaucoup plus vite. Donc, j'ai commencé à faire 1, 2, 3 concerts au Black, tout ça. Et puis après, j'ai commencé à faire des vraies tournées. Et puis après, à être signé sur une agence. Et voilà. Mais c'est clair, à l'international, ça marche beaucoup mieux qu'ici. L'idée de cette émission, c'est de souvent faire venir les DJ parce que c'est eux aujourd'hui qui véhiculent la musique. Le club est un véritable média, même plus que la radio aujourd'hui, tout comme la scène. Clyde P, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce set ? Alors, c'est plus un medley pour faire découvrir aux gens la house music. Quand je mixe des morceaux, je les laisse 5-6 minutes. Là, tu vois, chaque morceau dure à peu près 1 minute, histoire de faire découvrir aux gens. Donc, il y a des morceaux à moi. Il y a des morceaux à des gens d'artistes que j'apprécie. Et voilà, tu as plusieurs univers de house et de techno. Et j'ai essayé de faire découvrir aux gens d'une manière assez cool ce que pouvait être la musique électronique, la house. Pour nos auditeurs qui veulent écouter ton travail, où est-ce qu'il faut aller ? Clyde P sur Spotify, Instagram, partout. Clyde P, c'est L-Y-D-E, plus loin, P.